parcours d'une militante. Hafida Shakir est une des fondatrices de l'Association tunisienne des femmes démocrates et elle est membre de son bureau exécutif. Elle est également professeure de droit à la faculté de droit et des sciences politiques à l'université El-Manar à Tunis. Elle est membre du comité d'experts de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Elle est membre fondatrice également de l'Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement et du comité scientifique de l'Institut arabe des droits de l'homme. Aujourd'hui, elle est vice-présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme. Pour introduire l'ouvrage de Dr. Shakir aujourd'hui, nous avons avec nous notre boursier, Dr. Arabia Salmi. Dr. Salmi est une chercheuse postdoctorale au Centre Marc Bloch de Berlin, où elle est membre de l'axe de recherche dynamique et expérience de la mondialisation. Outre ses travaux universitaires sur les études de genre et les questions syndicales, elle est également une militante féministe impliquée dans la lutte pour l'égalité entre les sexes et contre les violences faites aux femmes en Tunisie. Et maintenant, sans plus attendre, je passe la parole à Dr. Arabia Salmi. Merci beaucoup, Alissa. Merci, Dr. Hafida Shakir, de vous avoir accepté notre invitation. Et je remercie également la direction de MECAM de nous avoir cette belle opportunité d'avoir la liberté de choisir nos interlocuteurs, nos invités, et d'avoir cette opportunité de discuter des travaux en ligne et partager ces expériences scientifiques avec les autres. Donc, Dr. Hafida Shakir, vous êtes juriste et féministe. Vous rendez hommage au parcours d'une femme rebelle égyptienne, Nawel Saadawi, paix à son âme. Cette psychiatre et écrivaine engagée depuis les années 50. Donc, une bataille pour la liberté des femmes de son pays. Donc, décédée à l'âge de 89 ans, le 21 mars 2021, connue dans le monde entier par son courage, son esprit révolutionnaire, bravant tous les tabous, la censure et aussi la dictature. Vous revenez dans votre ouvrage intitulé Nawel Saadawi, recueil de textes sur les idées et les textes phares de cette écrivaine engagée en faveur de la dignité des femmes, luttant contre les fondamentalistes religieux, contre l'excision, contre le voile, pour la libération du corps des femmes et la levée des malentendus et des préjugés sociaux qui pèsent sur ces femmes et éviter bien sûr des malheurs, voire des crimes dus à l'atteinte à l'honneur de la famille, utilisant l'écriture comme une arme contre la discrimination et le système patriarcal. Donc, en 1981, Nawel Saadawi est condamnée pour une peine de 3 mois de prison dans les geôles du président Sadet pour avoir critiqué sa loi sur le parti unique. Dans les années 90, elle connaît l'exil aux États-Unis. Le long de plusieurs années, la persécution des dignitaires religieux qui les reprochent d'inciter les femmes arabes précisément, à vivre pleinement leur sexualité. Donc, ne débitera jamais. Nawel Saadawi a inspiré de nombreux mouvements féministes, en particulier de gauche, dans le monde arabe, dont l'Association tunisienne des femmes démocrates, créée dans les années 80, où Dr. Hafida Shakir continue à lutter pour ses recherches et ses plaidoyers pour des lois plus égalitaires et plus favorables aux femmes. Donc, je cède la parole à Dr. Hafida Shakir pour nous parler beaucoup de cette belle expérience, de cette aventure scientifique dans la rédaction de cet ouvrage. Donc, la parole est à vous, Dr. Hafida. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de parler d'une femme qui a marqué le mouvement féministe arabe et le mouvement féministe tunisien. C'est une femme qui nous a accompagnés quand on a commencé à créer les premiers clubs culturels au sein du club d'études Ktar Haddad, qui se trouve à la rue du Tribunal à Tunis. Et nous avons beaucoup travaillé sur ces ouvrages. Elle venait à Tunis avec nous
au début, puis après, elle a acquis une certaine célébrité et elle a commencé à être invitée dans les maisons de culture, dans les facultés, dans les universités de lettres d'une manière générale, et même par certains politiques. La dernière fois qu'elle était venue en Tunisie, c'était pour la foire du livre, pour présenter ses ouvrages. Nawel Saadawi, comme vous l'avez si bien dit, est une militante. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une femme qui a consacré sa vie à lutter contre une trilogie, à savoir la religion, le pouvoir et le sexe, les questions de sexe. C'est pour ça que tous ces travaux, elle a écrit à peu près 55 livres. Et elle a aussi, beaucoup de ses livres ont été traduits dans plusieurs langues. Moi, j'ai travaillé sur ces ouvrages en arabe essentiellement. J'ai traduit beaucoup, comme vous allez le voir dans le texte, je suppose que vous l'avez vu, j'ai beaucoup traduit des textes de Nawel Saadawi parce que c'était des textes en arabe, mais j'ai trouvé quand même beaucoup de livres en anglais et en français, notamment, vous avez dit tout à l'heure que Nawel Saadawi a été emprisonnée en 1980 et là, elle a été condamnée et elle a eu le temps de connaître des gens, d'écrire surtout, pour relater son expérience. Et c'est là où elle a écrit le livre Mémoire d'une femme en prison. Bien sûr, l'ouvrage est en arabe. Le livre qui est le plus important, à mon avis, reste celui-là, c'est les femmes et le sexe, et celui-là, c'est la femme est à l'origine. C'est l'un des livres les plus importants, Al-Mar'a wal Jins, la femme et le sexe. Et je pense que le livre La femme et le sexe traduit un peu les principales idées de Nawel Saadawi. Parce que, n'oublions pas, vous l'avez bien dit, Nawel Saadawi a été médecin. Et elle a été médecin de campagne. Parce qu'elle a été médecin, elle recevait des femmes qui étaient venues se plaindre parce que les maris voulaient entamer des actions en divorce pour, soi-disant, pour le fait qu'elle ne soit pas vierge le soir du mariage, alors qu'elle avait essayé tout le temps d'expliquer au mari que la question de la virginité ne se pose pas de cette manière et qu'il y a des emails qui sont élastiques, que parfois ce n'est pas possible qu'il y ait ces gouttes de sang. Et donc, elle a commencé à travailler là-dessus. Et ça a été très important parce que quand on lit les ouvrages de Nawel Saadawi, j'ai à peu près lu la plupart de ses livres, elle commence toujours par des témoignages parce qu'elle fait le lien entre ce qui est théorique, sa réflexion théorique et sa pratique de médecin. Et donc, c'est très important parce que ça lui donne la possibilité de partir de témoignages de femmes pour analyser la situation de ces femmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Nawel Saadawi n'oublions pas qu'elle a été excisée. Et l'excision, je pense, c'est ce qui l'a marqué toute sa vie. Nawel Saadawi a toute sa vie, Nawel Saadawi a souffert toute sa vie de l'excision. Et quand elle parle de l'excision, c'est vraiment une torture qu'elle a subie par sa famille, bien sûr. Elle dit « J'ai 6 ans quand une dame étrange venue chez nous m'immobilise dans la baignoire et me coupe sauvagement le clitoris. Le sang gicle et dessine mon destin, dur et complexe, sur les bords de la baignoire, couleur ivoire. » Et ça a été un point de départ de son militantisme. Et donc, elle a pris conscience de cette mutilation génitale qu'elle a subie à l'âge de 6 ans, et elle a toute sa vie milité contre les mutilations génitales féminines, au point qu'elle a
impulsé tout un mouvement contre les mutilations génitales féminines pour que la loi, surtout en Égypte, on adopte une loi pour réprimer ce genre de pratiques qui sont maintenant considérées comme étant une violation des droits humains, une torture subie par les femmes et par les jeunes filles surtout, bien sûr. Ça a été très important. Il y a également, Nawel Saadawi dit dans ses livres que l'écriture est l'arme qu'elle a utilisée toute sa vie pour militer. Et ça, je pense que ça mérite d'être signalé parce que l'écriture, pour elle, c'est une arme qu'elle a utilisée pour se défendre, pour défendre ses idées. Et chaque fois, c'est ce qui... Elle écrit des livres, des articles. Elle a beaucoup d'articles que j'ai trouvés dans beaucoup de livres aussi. Et l'écriture, peut-être l'a sauvée, en fait. C'est l'écriture qui lui a permis de se défouler, de relater ses expériences. Nawel Saadawi a aussi été très militante contre les pouvoirs politiques. Elle a été toujours opposante. Quand je devais participer avec elle à un séminaire, elle n'est pas venue à Beyrouth, c'était pour le rôle des femmes dans la construction de l'unité arabe. Elle n'était pas présente, elle avait été arrêtée, tout simplement. Et comme elle avait été arrêtée, pourquoi? Parce qu'elle s'est opposée à la politique de Sadet, et Anwar Sadet à l'époque, et donc ils l'ont arrêtée malgré son âge, avec beaucoup d'intellectuels et d'opposants égyptiens. Elle avait été traduite en justice. Et également, Nawel Saadawi était très présente lors des événements que certains appellent encore le printemps arabe en Égypte, à la place Tahrir avec les jeunes, elle était tous les jours présente avec les jeunes. Elle s'est présentée aux élections présidentielles. Et bien sûr, elle n'a pas été élue, c'est évident, mais quand même, elle s'est présentée aux élections présidentielles. Ça a été, elle a toujours été en contradiction avec les pouvoirs, avec les autorités politiques, mais aussi les autorités religieuses. Les autorités religieuses l'ont attaquée en justice à partir d'interviews qu'elle a données à un journaliste et qui a dénaturé ses propos. Elle a été traduite en justice sur la base d'une loi qui s'appelle en Égypte la loi de la Hisba, c'est-à-dire une loi qui permet de condamner des gens parce que, soi-disant, ils n'ont pas respecté les règles religieuses ou les principes. Mais c'est une loi qui ne s'applique pas aux relations personnelles, normalement. C'est une loi qui s'applique aux relations commerciales, aux relations de la vie publique de tous les jours. Et quand elle a été, voilà, normalement, cette loi de la Hisba est tombée en désuétude, c'est-à-dire qu'elle n'est plus appliquée. Mais quand même, l'avocat l'a invoqué, il s'est basé là-dessus pour pouvoir la condamner pour hérésie. Or, si elle est condamnée pour hérésie, ça veut dire qu'en Égypte, il faut qu'elle n'est plus en mesure de rester mariée avec son mari. Et donc, automatiquement, ça fait un divorce. Elle est obligée de divorcer. Vous savez très bien qu'il y a eu Nasser Hamd Abou Zid, le fameux Nasser Hamd Abou Zid, avec Tissa, qui avait été traduit en justice et condamné pour apostasie. Et ils ne les ont pas obligés à divorcer, mais ils les ont obligés à quitter le pays et à terminer leur vie à l'étranger. Vous vous rendez compte comment on peut arriver à ce stade-là? Alors, également, ce que je vais dire, c'est que Nawel Saadawi, j'ai dit, elle a été traduite en justice. Finalement, elle a eu beaucoup de soutien, beaucoup de solidarité et beaucoup de personnes qui l'ont, même à Tunis, des filles, des amies de l'Association tunisienne des femmes démocrates sont allées la soutenir pour le procès, et également la Fédération internationale des droits humains a été présente. Et alors, pourquoi elle a été victime? Elle a publié le 6 mars 2001 une interview, un article basé sur un entretien qu'elle avait accordé à ce journal, à Al-Midel, où elle aurait critiqué certaines pratiques religieuses.
comme étant qualifié le pèlerinage et le baiser de la pierre noire de paganisme. Extrapolant ces déclarations sur le port du voile, l'inégalité successorale, les rites du pèlerinage et à la Mecque, l'article faisait paraître Nawel Saadé comme une hérétique, bien sûr. Une hérétique, et donc ils ont déclenché à travers la presse une campagne très violente orchestrée contre elle par les islamistes extrémistes. Bien sûr, elle dit que ce n'était pas ça et que c'est fait exprès pour la condamner, pour limiter ses droits et libertés. Certains juristes disaient d'ailleurs que la Hasba a été instrumentalisée pour condamner Nawel Saadé. Et même qu'il y a des juristes qui ont dit c'est une arme dangereuse utilisée depuis le début des années 90 par les extrémistes musulmans contre les intellectuels et les défenseurs des droits humains. Et après, bien sûr, elle a été, le procès lui a donné raison et donc elle n'a pas été condamnée puisque le tribunal a rejeté l'affaire. Il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, quand on va au Caire et qu'on rencontre Nawel Saadé, elle nous a invités chez elle pour voir son expérience avec son mari. Parce que son mari, ce shérif Hateta, elle disait venez voir comment on vit avec un mari féministe. Et oui, et on allait, bon, elle nous invitait, donc on allait chez elle à la maison, et on allait chez elle, et on voyait comment le monsieur, soi-disant, il était féministe, il était très très proche de nous, et il se comportait avec nous de manière très très simple, sauf que quelque temps après, il a ouvert un bureau, il a connu sa secrétaire, il a divorcé. Donc ça n'a pas duré longtemps. Oui, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré longtemps, mais quand même. Il y a aussi des choses que je dois vous dire parce que moi-même, je les ai découvertes. Par exemple, une personne a écrit, une Tunisienne d'ailleurs, qui s'appelle Fawzia Zoueri, a écrit un article dans lequel elle dit Nawel Saadé, notre Simone de Beauvoir à nous. Alors, il est intéressant de voir, quand on lit ce texte, qu'elle refusait d'être considérée comme Nawel Saadé. Elle dit « Je ne veux pas être identifiée à Simone de Beauvoir ». Et elle dit elle a rencontré Simone de Beauvoir et tout en appréciant son intelligence et ses compétences comme ses idées, elle n'a pas apprécié sa soumission à Jean-Paul Sartre. Et au point qu'elle a écrit à propos de la rencontre qu'elle a eue avec elle en Égypte, un article dans la revue Rasul Yousf, qui est une revue très très connue et très cotée aussi, qu'elle a intitulée « Une heure de silence avec la productrice des mots ». Elle a affirmé dans un autre article sa relation avec son mari, Chérif Hatet, est plus libre que celle de Simone de Beauvoir avec Jean-Paul Sartre. Et se faire appeler la Simone de Beauvoir de l'Égypte énerve Nawel. Simone de Beauvoir était jalouse et obsédée de Sartre. Moi, je suis beaucoup plus libre. C'est intéressant de voir comment elle se comporte et comment elle réagit. Nawel Saadé a mené beaucoup de batailles donc, contre l'excision. Elle a mené beaucoup de batailles contre ce mythe de la virginité parce qu'elle dit que c'est une coutume et que l'excision des filles repose sur la croyance que l'ablation d'une partie des organes génitaux externes affaiblit leur désir sexuel. Également, elle a milité aussi contre le voile. Elle n'accepte pas le voile et elle dit, je pense, c'est pour rigoler, elle dit je ne suis pas contre la nudité, mais je crois que tout le monde devrait être nu, tant homme que femme. Voile et nudité sont deux faces de la même pièce de monnaie. Elle dit pourquoi est-ce que les femmes sont voilées alors que les hommes ne le sont pas? Pourquoi est-ce que les vêtements ont une fonction, voilà, les vêtements ont une fonction liée au climat et non à la vertu. En Afrique, dans les régions chaudes, les hommes et les femmes vont et viennent nus. Et personne ne leur demande pourquoi. Et cela n'est pas ressenti comme honteux ou immoral.
Alors, elle poursuit et elle est très claire là-dessus. Le voile est contre la morale. Si donc je veux être une fille honorable, je n'ai qu'à acheter un voile pour 50 piastres pour 5 piastres ou 50 livres et l'entrée au paradis m'est assurée. Moi, je veux mériter le paradis par mon comportement et non pas grâce à un morceau d'étoffe. Également, elle dit son point de vue sur la religion, je vais en parler également. Elle est contre toutes les religions, surtout n'est pas contre toutes les religions de manière absolue. Elle dit on ne peut pas accepter l'instrumentalisation de la religion contre les droits des femmes. Et dans son livre, elle dit dans la face cachée d'Ève, celui-là je vais en parler plus tard parce que c'est une histoire très intéressante à voir. Dans la face cachée d'Ève, elle dit la religion est un outil entre les mains des forces économiques et politiques, et utilisée comme une institution par ceux qui gouvernent pour asservir ceux qui sont gouvernés. C'est pourquoi dans toute société, il est impossible de séparer le religieux du politique. Et dans La chute de l'imam, c'est aussi un livre écrit en arabe, elle dit que elle dénonce la façon dont les hommes utilisent la religion, la politique et la morale pour contrôler les femmes et contre toute forme d'oppression qu'elles subissent. Et ce livre, bien sûr, La chute de l'imam, Suqut al-Imam en arabe, a été confisqué par l'Académie des recherches islamiques et au motif qu'elle a utilisé des propos contradictoires qui portent préjudice à la religion. Nawal Saadawi a toujours dénoncé le patriarcat, l'ordre patriarcal établi, a toujours dénoncé aussi l'ordre capitaliste économique et l'exploitation des femmes. C'est pour ça que je voulais parler de ce livre parce que j'étais étonnée. Moi, j'avais le livre en français que j'avais lu et je me suis rendu compte que ce livre, en arabe, il ne porte pas le même titre. Oui, et c'est pour ça que j'en parle. En arabe, je vais vous dire le livre en arabe. Il dit, d'ailleurs, je l'ai sorti sur le livre, sur voilà. En arabe, c'est الوجه العاري للمرأة. En français, c'est la face cachée d'Ève. C'est pas la même chose. Alors, il y a quelqu'un qui a fait une étude, voilà, Halima qui me cherche. تنجم تكلمها بربي سامحني خويا نجم نتوقف شويه كلامها في صاحبي ساعه دز هكا. Dans un article publié, papier ignoré de la vie de Nawal Saadawi, il est affirmé qu'à l'occasion de la publication en 1981 de la traduction anglaise du livre de Nawal Saadawi, l'éditeur Z Books a changé son titre. Au lieu de visage découvert, on trouve visage caché, la face cachée d'Ève. Et alors, il y a un spécialiste des ouvrages de Nawal Saadawi qui dit c'est un enseignant à l'université de Buffalo aux États-Unis, à New York. Il dit que l'éditeur a changé le titre, il a supprimé des chapitres entiers sur la femme arabe et le travail, ainsi que sur femmes arabes et socialisme. Et l'éditeur explique ça en disant que c'est la réserve des féministes occidentales face au penchant socialiste de Nawal Saadawi. Étant plutôt libérales, les femmes occidentales, ces dernières peineraient à situer la lutte des femmes dans la lutte des classes. Et de leur côté, les marxistes américains ne connaîtraient pas Nawal Saadawi. De plus, ces féministes concentrent leur combat contre le pouvoir de l'autorité patriarcale et non contre le patriarcat dans son ensemble. Et le livre a été publié en français, diminué, avec un titre qui ne reprend pas le titre en arabe. C'est quelque chose. Et bien sûr, dans le livre, vous allez trouver
une bibliographie avec beaucoup de livres. Certains livres ont été traduits en français, d'autres non, mais par exemple, le livre La femme et le sexe, il a été traduit en français par Abdelhamid Drissi Msoué. Alors maintenant, il a été publié. Également, il y a aussi le livre sur le pouvoir sexe, la face cachée d'elle, bien sûr, en français. Et puis, il y a le livre sur Mémoire d'une femme emprisonnée qui a été traduit, et d'autres encore, voilà. Ferdaous, Une voix en enfer. Et elle a écrit ce livre. Et Essé Jabbar, qui est une romancière algérienne connue, qui dit que elle a voulu rendre sensible le plus possible dans des mots français la révolte allaitante des mots arabes de cette voix, celle de l'écrivaine, et à travers elle, de Ferdaous en enfer. Voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. J'espère qu'Ahim ne m'a pas arrivé parce qu'elle va nous parler de son procès. Je ne sais pas. Et Nawel Saadawi a marqué le mouvement féministe. Elle a marqué les femmes tunisiennes, mais aussi beaucoup de femmes arabes. Malheureusement, quand on lit des livres, des articles sur Nawel Saadawi, on se rend compte qu'elle a été reconnue internationalement, mais elle n'a pas été reconnue dans son pays, parce qu'elle a été toujours l'objet de restrictions, de censure. Elle a créé une association qui a été interdite après. Elle a écrit un livre, beaucoup de livres qui ont été censurés. Et donc, ça dénote de son rôle, bien sûr, dans la société égyptienne, mais aussi de la peur des politiques de Nawel Saadawi, parce qu'on s'est rendu compte que Nawel Saadawi n'a pas du tout été honorée dans son pays. Halima Jouini, c'est une militante, c'est mon amie, et elle a été parmi les personnes qui ont assisté au procès de Nawel Saadawi au Caire. C'est pour ça que ça fait la deuxième fois qu'on se retrouve pour présenter, pour parler de Nawel Saadawi. Diffusion, donc il faut parler en français. Oui, c'est la caméra, Alaina. Je vais présenter rapidement Madame Halima Jouini. Merci d'abord d'avoir accepté Je m'excuse pour le retard. Il n'y a pas de problème. J'étais retenue pour une autre réunion. On comprend tout à fait les engagements. Et vraiment, personnellement, je suis vraiment honorée de votre présence toutes les deux. Et ça fait plaisir de vous voir et de discuter ensemble les écrits de Nawel Saadawi. Madame Halima Jouini, c'est une militante chevronnée. Donc, elle est d'abord enseignante, si je ne me trompe pas. Oui, à la retraite. À la retraite. Et aussi, elle a beaucoup milité au sein de l'Union générale tunisienne du travail à l'époque et l'une des fondatrices de l'association des femmes démocrates. Actuellement, elle mène beaucoup de combats. Donc, elle est aussi membre du bureau directeur de l'association. Actuellement. Elle est membre, d'accord, elle est membre du bureau exécutif de l'association des femmes démocrates en Tunisie. Et voilà, la parole est à vous. Merci. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, je suis honorée et je crois que comme nous toutes, les féministes, on a tout d'abord la découverte des écrits de Nawel Saadawi, c'était pour nous une découverte, quelque chose qui nous a motivés après d'adhérer au mouvement, de faire tout d'abord, c'était une démarche personnelle. Depuis l'âge de 15 ans, je fais partie des gens qui ont découvert Nawel Saadawi
en pleine adolescence. Donc, on a commencé la prise de conscience de ce qu'est les discriminations, de ce qu'est notre corps, le regard social, le corps avec toutes les pressions sociales en tant que femme, en tant que petite fille qui commence à se poser des questions. Les écrits de Nawel Saadawi ont marqué quand même cette prise de conscience très précoce, disons. Voilà, donc j'ai découvert les écrits de Madame Nawel Saadawi. Après, en fréquentant le club d'études de la condition féminine Tal Haddad vers la fin des années 70, alors que j'étais étudiante, on a eu des rencontres, j'ai assisté aux rencontres et des débats animés par Nawel Saadawi. Elle était quand même invitée. C'était quand même un personnage où les gens, je me rappellerai toujours de la conférence à Ibn Khaldoun où les gens étaient dans la rue. Donc pour nous, nous étions une génération quand même qui a bénéficié de cette vague d'écrivains et d'écrivaines quand même modernistes, d'une culture arabe, mais qui avait d'autres valeurs. Donc, pour nous, le féminisme, ou bien avoir ces engagements pour des valeurs, portant ces valeurs de justice, de liberté et tout, était quand même marqué par plusieurs. Il y avait dans la dynamique culturelle en ce moment-là, dans ces temps-là, pendant les années 80 et tout, il y avait quand même plusieurs débats, et entre autres l'espace Tal Haddad avec ses rencontres aussi avec des écrivains, avec des penseurs et tout, nous a un peu facilité aussi d'avoir quand même un bagage important. C'était des espaces où on pouvait aussi être proche des gens qui portaient aussi ces idéaux. Et après, on a continué à d'avoir, je crois, des rencontres ou bien de solidarité, des échanges. Quand on a créé notre association, je crois que Madame Nawel Saadawi savait qu'elle avait quand même des gens qui lui étaient proches. Quand elle est venue en Tunisie, au moment où elle avait ces problèmes de procès de justice avec la justice égyptienne, elle est venue dans le cadre d'un festival, je crois, avec les des écrivains arabes à Sousse. Et elle cherchait une solidarité. Or, ce milieu-là était très officiel. Elle n'a pas pu avoir, bien qu'elle soit bien reçue par le ministre de la Culture en ce moment-là, mais elle cherchait, c'était officiel. Et à la dernière journée, elle est venue nous voir. Elle avait quand même des informations que nous étions quand même une association féministe et solidaire, parce qu'elle avait aussi des contacts avec nous dans le cadre. Et quand elle est venue, elle a trouvé beaucoup de soutien, elle a trouvé quand même, on a adopté sa cause, et on a même lancé un appel de solidarité au-delà de la Tunisie, au niveau de tous les pays arabes. Nous étions dans un réseau féministe, et je sais que moi et ma copine Safia Farhat, qui est décédée maintenant, on était quand même impliqués, on coordonnait aussi dans le réseau Aïcha, qui était un réseau arabe, de féministes arabes, pour que la cause de Mme Nawel Saadawi, pour qui beaucoup de féministes arabes se revendiquaient de son approche, de ses écrits et tout, quand même, on s'est mobilisé et on s'est motivé pour faire un acte de solidarité avec elle. Et sur ce, on s'est mobilisé. Il y avait des avocats. On a même écrit à la Fédération internationale des droits de l'homme, qui a envoyé 2 avocates
pour plaider pour, entre autres, Maître Bouchra Belhaj Hamida et Alia Chameri, deux avocates quand même pour assister au procès. Nous-mêmes, de la commission violence, et moi et mon ami Azarani étaient aussi sont partis. Il y avait quand même un groupe qui était de solidarité pour assister au procès, pour exprimer la solidarité avec Madame Nawel Saadawi. Le procès, oui, c'est passé quand même, c'était un avocat un peu ridicule qui Nabil Louache, qui s'appelait Nabil Louache. Et ça nous, d'ailleurs, l'autre jour, comme je le disais, il a porté, l'affaire, vraiment, ça nous a rappelé un peu du procès qui virait vers la caricature, comme ceux qu'on a vus au début de la Révolution, quand il y avait des gens qui portaient plainte, je ne sais pas, comme les procès qui étaient un peu initiés par Fathi Layouni dans le temps, qui défendait le fameux avocat et tout, c'était dans ce sens-là qu'il demandait que Mme Nawel Saadawi se sépare de son mari parce que en tant qu'apportante et comme Renika et comme elle est athée, donc elle doit se divorcer de monsieur Hatteta, Chérif Hatteta. Donc voilà, on a passé un moment, même un peu de temps après le procès, c'était quand même un moment de solidarité assez fort. Et pour nous, c'était aussi une reconnaissance de ce qu'elle nous a apporté chacune à travers ses écrits et tout, mais en même temps, on ressentait que dans cette solidarité aussi, c'était à quel point on peut aller dans le contrôle et dans quand on s'ingère dans la vie privée et à quel point on peut contrôler les femmes, comme pour oser aller jusqu'à ce niveau-là, c'était quelque chose d'inadmissible. Merci beaucoup. Voilà. Merci Mme Hafida, merci Mme Halima pour l'intervention. Oui, je pense que maintenant, on va laisser la parole à Dr. Arabia Selmi. Elle va encadrer un petit peu, faire une réflexion sur ce que vous avez dit aujourd'hui. Elle va faire un petit encadrement comme ça, poser quelques questions auxquelles vous pouvez répondre. Et après ça, on va offrir aux questions de toute la public qui est avec nous dans l'espace virtuel. Voilà. D'accord. Donc maintenant, je passe la parole à Dr. Arabia Selmi. Merci Alissa. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais vu la contrainte du temps, je vais essayer vraiment. Mais de toute façon, je suis là jusqu'au 30 juin. On pourra profiter d'avoir d'autres rencontres entre nous pour en discuter mieux. Donc maintenant, j'aimerais bien avoir traité deux volets. Le volet égyptien, un côté sur l'Égypte, via les écritures de Nawel Saadawi, votre lecture et votre expérience en tant que militante dans le cadre de solidarité avec les féministes de l'Égypte, et voir ce qui m'intéresse le plus, le contexte tunisien à la fin, pour approfondir et pousser un tout petit peu les réflexions et profiter des analyses et des écrits de Nawel Saadawi sur notre contexte en Tunisie, comment peut-on vraiment améliorer la situation des femmes en Tunisie. Donc, c'est ça un tout petit peu. Donc, bravo pour l'écriture, bravo pour l'ouvrage. Je suis vraiment fascinée et ça me fait plaisir. En lisant votre ouvrage, je vois à combien la difficulté de croiser tous les écrits de Nawel Saadawi. Donc vraiment, bravo pour cet exercice qui n'est pas du tout facile, Dr. Hafida, je sais très bien. Et surtout que ce que vous avez relevé, la découverte de changements de certains ouvrages, dans le nom, c'est-à-dire vraiment, il y a des choses que vous avez traitées avec précision,
Donc, nous, par exemple, les personnes qui ne sont pas trop arabophones, donc ça va relever un tout petit peu l'attention des personnes sur le changement de certains titres par le biais de traduction. Aussi, je trouve que vraiment l'originalité de cet ouvrage, qui part des écrits de Nawal Saadawi et qui va au-delà, de manière... Vous avez montré que la cause des femmes... Sorry, je pense qu'il y a quelqu'un dans le public virtuel qui a ouvert le micro, donc si vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît. Parce qu'on entend. فاطمة دوف لا تتصلني بظهر باش نحكي معك Elle n'a pas fermé son micro. Donc, on peut continuer. Parfait. Donc, j'étais en train de dire que l'originalité de l'ouvrage qui part des écrits de Nawal Saadawi, qui part au-delà, et j'ai senti qu'il y a votre interprétation, et je pense que dans certains moments, il y a Dr Hafida qui écrit. J'ai senti ça, il se peut par la familiarisation de vos écritures, je ne sais pas, mais je sens que vous avez déjà introduit à certains moments une manière d'interprétation des textes que je trouve très intéressant. Aussi l'usage de l'écriture comme forme de lutte et de militantisme. Donc, vous avez montré ça. Il se peut, moi, personnellement, j'ai lu quelques ouvrages de Nawal Saadawi, pas tous, mais j'ai oublié à certains moments que l'écriture est une arme parfois. L'écriture, c'est une manière de lutte. Et avec votre ouvrage, ça, en fait, cette lutte a été mise en avant de cette militante et je vois que chaque ouvrage a vraiment un objectif bien déterminé et il y a une lutte derrière. Donc vraiment, vous avez montré à travers la combinaison de votre sélection d'ouvrages que vraiment cette dame, elle était en train de lutter sur plusieurs plans, principalement contre l'interprétation religieuse et aussi contre la politique, revendiquant la cause des femmes en Égypte et ailleurs. Aussi, vous avez montré à la fin de votre ouvrage que la cause des femmes est universelle. Elle va au-delà du contexte arabo-musulman en traitant la question de l'Europe, de l'Amérique. Et certes, dans d'autres contextes, il y a certainement des femmes qui bénéficient d'autres droits que nous, malheureusement, dans les pays arabes, on n'a pas encore atteint. Mais de toute manière, la cause des femmes, elle est traitée avec des degrés différents. Donc, dans l'ouvrage, j'ai vu que la question des discriminations sexistes, elle existe partout dans le monde, mais avec des degrés un peu différents. Et aussi, ça m'a interpellée que le féminisme peut être un mouvement opposant aux autorités religieuses et politiques, ça c'est clair. Donc, ici, vraiment, c'était montré en fait via l'écriture de Nawal Saadawi que vraiment le féminisme et avoir vraiment des idées révolutionnaires concernant les droits des femmes dans un contexte égyptien principalement peut être considéré comme opposant au pouvoir. Aussi, j'ai bien saisi l'impact de la religion et l'interprétation des textes religieux dans la fascination ou bien le façonnement des droits des femmes en Égypte. Ça se voit dans tous les textes, en fait, elle revient sur le poids de la religion, en fait. Le poids d'interprétation des textes à Sharia, à Shara, à Din, يعني ممثل في الأزهر en Égypte. Donc, ça se voit.
Et pour finir la partie sur l'Égypte et les écrits de Nawal Saadawi, j'aimerais bien réfléchir avec vous sur la situation des femmes en Égypte actuellement. J'ai vu le débat sur la ratification de code de statut personnel. On dit la loi de la famille. En Égypte, après la diffusion de la série le mois de Ramadan, qui s'appelle Fatan Amal Harbi, elle a ouvert finalement le débat, que le débat il était déjà là depuis des années, ça se voit avec les écrits de Nawal Saadawi. Donc aujourd'hui finalement il est sur la table de la négociation avec le soutien personnel de Sisi, donc le président actuel. Est-ce que vous pensez, vous en tant que militante, que vous avez déjà lutté en fait, en toute collaboration avec les féministes de l'Égypte, que finalement, on peut voir un nouveau code de la famille qui pourra être juste et égalitaire pour les femmes en Égypte? Il y aurait sûrement des améliorations, on l'espère bien, parce que même le mouvement féministe égyptien quand même date depuis, et même la réflexion féministe peut-être, elle précède celle de la Tunisie depuis le début du siècle et tout, quand on sait qu'il y a eu quand même des gens qui ont la culture. Il y a beaucoup de régression en Égypte, mais avec la pression actuelle, vous savez, il y a aussi des acquis qu'on peut atteindre, et heureusement, par rapport à la lutte, vous savez, nous-mêmes en pleine dictature, quand il y avait beaucoup de pression sur les libertés, on a pu décrocher aussi des acquis pour les femmes. Par exemple, la criminalisation du harcèlement sexuel, quand on avait, par exemple, en 93, avec les amendements, quelques articles du Code de statut personnel. Quand il y a une pression extérieure, et vous savez maintenant que le régime égyptien, quand même, il est sous le collimateur par rapport aux conditions, aux atteintes, aux libertés d'une façon générale. Il y a des améliorations, il y a maintenant des libérations de quelques défenseurs, il y a des concessions quand même après pour justement diminuer la pression, que ce soit interne ou externe. Il faut que on est habitué à ce que les régimes fassent des concessions. Et bien sûr que la lutte aussi pour attirer, parce qu'on il peut pas avoir tout le monde contre lui, aussi bien les démocrates que les islamistes et tout, quand il y a autant d'atteintes. Et je crois que maintenant, on peut s'attendre qu'il y ait une amélioration du code de la famille en Égypte. Ce qu'elle revendique, ce qu'elle revendique par rapport à l'égalité. Est-ce qu'on va avoir du jour au lendemain l'égalité? Je crois que c'est pas évident. Déjà, nous, on a beaucoup lutté pour qu'elle soit inscrite dans la Constitution de 2014 et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on va revendiquer de perdre les acquis. Donc, c'est effectivement la question femmes, les discriminations à l'encontre des femmes prouvent bien, aussi bien on l'a appris avec les analyses de Nawal Saadawi, mais on le vit au quotidien, c'est éminemment politique, c'est lié à la question de la démocratie, mais avec une approche plus large de ce qu'est une démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas seulement dans l'espace public, certes, mais aussi dans l'espace privé, quand tous les citoyens et les citoyennes aussi bénéficient des mêmes droits. Or, quand il n'y a pas d'égalité, c'est difficile de rêver qu'on est vraiment sur le bon chemin pour une édification démocratique. Mais ce que je peux dire, je viens de lire le texte égyptien, et il y a des ONG, notamment Al-Masriya, qui ont publié un projet de loi de la famille. Moi, franchement, quand j'ai lu ce projet, j'ai pensé qu'elles sont encore
en retard par rapport à nos revendications. Pourquoi je dis ça? Parce que le texte s'appelle Qanoun Akthar Adela. Alors que nous, on ne demande pas Akthar Adela, on demande Moussaouet. L'égalité. Elles sont prêtes à faire des concessions sur l'égalité. Ce qu'elles veulent, les femmes égyptiennes, surtout, c'est pouvoir avoir la tutelle sur leurs enfants, pouvoir se marier sans tuteur. Et donc, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il y a toujours eu des actions de dénonciation des discriminations subies par les femmes au Caire et en Égypte de manière, même à travers les films. Les films égyptiens sont très c'est Oulidou Halal, voilà, je l'ai écrit ici. Quand tu as dit, tu as parlé de film, je me suis rappelé un film Oulidou Halal, je veux une solution. Vous comprenez. Je veux une solution sur une femme avec cette Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi au public qui peut-être ne connaissent pas? C'est un film dans les années 70. Oui. Non, sur le crime passionnel. Sur le divorce aussi. C'est pas celle qui a tué son mari parce qu'il était en flagrant. Parce que l'autre peut-être il y a il y a eu beaucoup de films quand même qui ont, c'est vrai, c'est le droit au divorce parce que les femmes n'avaient pas le droit au divorce. Et comme elles n'avaient pas le droit au divorce, elles ont revendiqué le droit au divorce. Et quand il y a eu les fameuses lois de Jihen Sadet sur le Khola, que certains Égyptiens considèrent comme un acquis. Or, le khola, ce n'est pas du tout un acquis. C'est un divorce qui est fait à la demande de la femme, mais elle perd tous ses droits. Et elle est obligée de payer. Elle achète. Elle achète, bien sûr, c'est ce que tu dis, de payer son divorce. Donc, ce n'est pas vraiment une situation… Comme s'il est endommagé. En général, quand elle demande le divorce, c'est elle la victime, mais quand même, lui, il se présente, il est considéré par le législateur comme étant la victime. La victime. Donc, mais il faut que vous sachiez que nous avons mené beaucoup d'actions avec nos amis égyptiens, avec les ONG indépendantes, et que les ONG indépendantes, notamment Markaz al-Jadid en Égypte, on avait créé ensemble avec des ONG du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Liban, de l'Égypte, de la Jordanie, du Yémen, de la Palestine, et un réseau qui s'appelle Égalité sans réserve. C'était à propos de la ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDAW, parce que tous les pays arabes qui ont ratifié cette convention l'ont fait avec des réserves, mis à part le Yémen, bon, mais ce n'était pas du tout important. Et notre action, moi je pense que notre endurance, notre combat continu a permis au Maroc de retirer certaines réserves, en Algérie aussi, en Tunisie. Et donc, il y a eu des acquis, en Jordanie aussi, ils ont levé certaines réserves. Et bon, maintenant, cette coalition n'existe presque plus, je suppose, et que je sais pas, il y a eu tellement d'événements après 2011 que tous les pays, le réseautage, ça s'est affaibli. Ça s'est beaucoup affaibli. On s'est retrouvé à défendre nos droits avec tout ce qui se passe. L'arrivée des islamistes au pouvoir partout a beaucoup changé la donne, si vous voulez, parce que quand on avait affaire à la dictature de Ben Ali, on pouvait résister et on pouvait avoir des acquis. Halim a parlé de 1993, quand il a annoncé qu'il allait y avoir des réformes, on a écrit des textes. Tout à l'heure, tu parlais de l'écrit. Moi, je crois beaucoup dans l'écrit parce que je pense que la TFD, ce qui lui permet de comprendre certaines situations, ce sont les séminaires qu'on organise, les écrits. On a écrit beaucoup dans le cadre de ce qu'on a appelé la action. Et donc, on a mené beaucoup de travaux à propos de cette question, même après 2011. On a écrit un ouvrage collectif sur le rôle de la TFD dans le processus de transition et qui
pour pouvoir, parce qu'on était nombreuses au sein de la haute instance dont vous parliez tout à l'heure, et on avait mené beaucoup de combats, même en 2011, sur la parité, contre les attaques que nous avions subies parce que certains nous attaquaient comme étant des défenseurs du mariage homosexuel, comme quoi nous avons écrit qu'il fallait abroger le code du statut personnel dans ses dispositions relatives à la dot, ça c'est vrai, l'égalité dans l'héritage. Et on a eu beaucoup de problèmes là-dessus par rapport à la religion aussi. Et puis, quand même, nous avons beaucoup écrit, on continue à écrire des choses même aujourd'hui, on a publié un appel à cause de ce qui s'est passé pour les juges qui ont été atteintes dans leur vie privée. Et ce n'est pas normal qu'on puisse porter atteinte à la vie privée, aux libertés individuelles des personnes et surtout les révoquer sur la base de cette atteinte sans même leur permettre de se défendre, sans même leur permettre de jouir de leur droit de défense. Et comme si aujourd'hui, on n'est plus présumé innocent, on est présumé coupable, on deviendra innocente après. En plus, parce que c'est au nom de la lutte contre la corruption. Justement, confondre pour ces femmes-là qui ont été attaquées pour des raisons, pour des actes dans leur vie privée, en quoi ils ont dérangé la communauté? Alors qu'il y a des juges qui sont révoqués, la sanction s'est révoquée, alors qu'ils ont des dossiers vraiment lourds, soit de corruption, soit parce qu'effectivement, on ne peut pas égaler deux crimes différents. Ce n'est pas un crime d'ailleurs, c'est sa liberté d'avoir des relations là, quand elle veut, dans le cadre qu'elle veut. Mais à porter atteinte au bien public, faire s'enrichir sans cause, c'est des crimes quand même qui sont effectués contre tout un peu passible de sanctions. En fait, est-ce que je peux peut-être poser une question? Je sais que bientôt, on va ouvrir les questions à tout le public qui sont avec nous dans l'espace virtuel, mais tout simplement parce que vous avez touché quelque chose qui m'intéresse là sur ce sujet sur lequel vous parlez maintenant. Et avant, vous avez évoqué les questions de Hizba. Il y a l'outil de Hizba qui a été utilisé contre certains écrivains dissidents en Égypte, par exemple Nasser Hamed Abu Zaid, Najib Mahfouz, ainsi de suite. Donc, certaines personnes qui ont considéré comme des gens qui dérangent l'ordre public. L'ordre dominant, l'ordre religieux dominant. Voilà. Donc, il y a cet outil qui existe en Égypte, dans la loi égyptienne, pour les porter, pour les amener dans un procès, par exemple. Pour les traduire en justice. Merci. Je suis anglophone d'origine, donc c'est un peu difficile de m'exprimer en français parfois. Parlez bien en arabe. Donc, ma question, c'est la suivante. Si j'ai bien compris, cet outil de Hizba, ça n'existe pas dans la loi tunisienne. Non. On n'a pas ça. Mais j'imagine qu'il y a d'autres outils, d'autres mots-clés, d'autres discours qui existent, qui peuvent être utilisés pour attaquer contre les gens qui sont considérés, qui dérangent des valeurs religieuses. On a attaqué les gens pour union libre, on a attaqué les gens pour concubinage, on a attaqué les gens pour prostitution. Donc, il y a le ramadan, pour le ramadan, pour l'atteinte, pour atteinte à la pudeur. Il y a toujours des choses, comme maintenant, cette femme, la pauvre juge, a été attaquée pour adultère, alors que le mari, son compagnon est divorcé, elle n'est pas mariée.
C'est incroyable ce qui se passe. Donc, on peut très bien attaquer les femmes. Et vous savez, quand Rima a parlé tout à l'heure de la campagne que nous avons menée en 2004 contre le harcèlement sexuel. Oui. Quand on a mené la campagne en 2004 sur le harcèlement, demander à l'État de réprimer le harcèlement sexuel parce qu'il n'était pas réprimé dans le code pénal. Qu'est-ce qui s'est passé? La police a arrêté 200 personnes qu'elle a traduites en justice pour atteinte à la pudeur. Des jeunes couples. Et après, quand l'été est arrivé, on a vu un projet de loi sur le harcèlement sexuel. Alors que ce sont des gens, je vous dis, il y avait 200 procès pour atteinte à la pudeur. En fait, ils ont un peu amendé l'article relatif au truc de l'atteinte à la pudeur pour dire aussi que le harcèlement aussi. Dans le cadre de l'atteinte à la pudeur. Ça fait partie. Oui, D'accord. C'est toujours comme ça. Des femmes qui sont en couple, qui ne sont pas mariées avec leurs conjoints, quand elles vont à l'hôtel, il y a eu des cas où des gens ont été arrêtés pour être traduits en justice. OK. Donc, en fait, ils sont en train d'utiliser, de détourner le sens d'une loi qui est mise en place pour protéger les femmes contre le harcèlement, pour attaquer les gens qui ont fait certaines choses qui concernent juste leur vie privée. Oui, pour les juges hommes, on les attaque pour la corruption, pour des crimes. Oui, pour les femmes, c'est l'atteinte à la pudeur ou bien c'est l'adultère. Toujours c'est moral. Et c'est dans la logique du contrôle des corps des femmes. Bien sûr, c'est ce que c'est le contrôle des corps des femmes, de leur sexualité, c'est quelque chose quand même d'aberrant. Parce que si nous sommes dans un pays où seul le mariage légal est reconnu, parce que nous sommes dans un pays où la mère célibataire est marginalisée, elle est ignorée par le droit et automatiquement elle est pénalisée. Et aussi les problèmes des homosexuels, des personnes LGBT qui sont tout le temps réprimées alors que normalement des relations sexuelles librement consenties entre personnes majeures, cela relève de la vie privée et des libertés individuelles. Et nous avons un texte qui est l'article 230 qui date de la première apparition du Code pénal, c'est-à-dire en 1913. Et oui. J'aimerais bien revenir et profiter de votre présence, s'il vous plaît, sur la période post-révolutionnaire et la lutte de vous, en tant que militante, avec la participation de la TFD et aussi les autres associations féministes face au mouvement islamiste. D'abord, dans la période où ils ont voulu instaurer le texte « Les femmes sont complémentaires ». Dans la période de la Constitution. Voilà, la période de rédaction. Il faut que vous sachiez que juste après la Révolution, quand il y a eu les élections en 2011, c'est ça, on a organisé ce qu'on a appelé un parlement symbolique, Souari, Parlement Souari, où on a essayé, fictif, je ne sais pas comment, fictif, Souari, symbolique aussi, où on a créé des commissions, à l'image des commissions parlementaires, où on a préparé une constitution qu'on a appelée constitutionnalité, la constitution écrite. Le petit on est en train de se rappeler. Et on a écrit beaucoup d'articles sur l'égalité, sur la non-violence, sur toutes les discriminations positives. Et on a beaucoup suivi la rédaction de la Constitution. Quand le premier projet est arrivé sur la scène, on n'arrêtait pas de faire nos critiques et d'aller faire des plaidoyers. Donc, il y avait des textes parce que on était même à titre individuel et tout, on allait dans les réunions de débat qui s'organisaient dans chaque gouvernorat pour discuter du projet et on a fait justement, il y a eu... Mais aussi on a fait la grande manifestation avec les progressistes en contre 2012. la complémentarité en 2012. C'était l'été 2012 où il y avait justement le projet... si je ne me trompe pas, c'était le 13 août 2012.
Car je sais que c'était l'été, C'était en le mois août de Ramadan. 2012, oui. C'était le Ramadan. c'est Tu sais, dans notre pays, quand tu fais du lobbying, parfois tu arrives. On a fait beaucoup de lobbying contre la complémentarité. On est arrivé à avoir l'égalité. On a fait du lobbying pour la loi 50. sur la parité d'abord. La parité dans les... La parité, Dans la loi 2011, dans le décret loi numéro 35 2011. La campagne qu'on a faite pour la levée des réserves. La campagne qu'on a faite. Bien qu'elle soit aussi accompagnée d'une contre-campagne de la CEDAW. Les islamistes parlaient des féministes qui se tenaient à la CEDAW, c'était une campagne dans toute la région. Ils sont arrivés même, je me rappelle, dans le Forum social mondial, ils ont, quand nous on disait il faut lever les réserves à la CEDAW pour garantir l'égalité, eux écrivaient SIDA, exprès pour détourner en arabe. Hein. SIDA, ça devient une maladie, là, bien sûr. Oui. Ou bien, moi j'ai beaucoup de choses là-dessus parce que j'avais écrit un truc là-dessus. Et pour nous, on mène une campagne pour l'application de la Convention. Eux mènent une campagne pour renoncer à la ratification de la Convention. C'est toujours comme ça. Après, on a mené, pendant 30 ans, dans l'association, par exemple, on a mené toute une campagne pour qu'il y ait une loi sur les violences à l'égard des femmes. La première fois, quand on a été voir le ministre de l'Intérieur, il nous a dit « ce sont des questions qui ne vous concernent pas ». Et de quoi vous parlez? Vous avez parlé de la violence. Aujourd'hui, il y a une brigade spécialisée. Et voilà. 30 ans après, on voit des agents de police. On a eu une loi et qu'on a beaucoup... il y a une unité spécialisée dans les violences faites aux femmes. Je me rappelle, moi j'ai participé dans la marche organisée avec le collectif et c'était organisé dans le local de la TFT, l'ancien local. J'ai eu la chance que j'étais en Tunisie. J'ai assisté à la grande marche le 10 mars pour l'égalité dans l'héritage. Ah, bien sûr. Et j'aimerais bien revenir dessus parce que dans notre constitution, l'article 1, l'article 1 sur la religion. La religion. La Tunisie est un État indépendant souverain. Et l'arabe, sa religion, l'islam. Voilà. Or là, en même temps, n'oublie pas que nous avons un article 2 qui consacre l'état civil de l'État, le caractère civil de l'État. Mais également, on ne doit pas oublier que cet article est lui-même susceptible d'interprétation parce que beaucoup de gens disent est-ce que la religion se rapporte à l'État ou au peuple? Et donc, on est divisé. Et pour des gens comme nous qui croyons en l'égalité, en la séparation du politique, du droit et du religieux, on a beaucoup défendu l'idée que c'est le peuple qui doit être musulman. L'État est neutre, il ne peut pas être religieux. Arabi, on va peut-être donner la parole au public pour poser des questions. S'il y a des questions dans le public, des spectateurs dans l'espace virtuel, est-ce qu'il y aura des questions? Sinon, on va continuer notre conversation. De toute façon, on va juste jeter un coup d'œil. S'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas de poser des questions maintenant. On vous invite à poser des questions. Je pense qu'on peut continuer. Oui, Arabi. C'était par rapport à l'égalité dans l'héritage, je trouve ça intéressant puisque le débat, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Et la question de religion, elle est, dans la marche, elle était vraiment très posée par les personnes qui étaient contre cette marche et qui étaient contre l'égalité dans l'héritage en associant la lutte pour l'égalité dans l'héritage, c'est venir contre la religion ou bien contre le sacré, contre le Coran. C'est-à-dire... en fait, c'est une certaine interprétation de la religion parce que même des gens qui sont croyants et qui disent que ce qui n'est pas interdit dans la religion pourrait être interprété positivement avec une approche positive.
Et ça, cette lecture est adoptée même par des féministes malaisiennes et même dans le sens où il n'a pas interdit qu'on donne la même part à la femme. Que même le verset coranique qui donne à la femme la moitié de ce que peut hériter l'homme d'un même degré de parenté, c'est venu quand il n'y avait aucune, que les femmes n'héritaient pas du tout, n'avaient pas le droit d'hériter. Alors il a apporté comme si une évolution. Et elles disent, bon, c'est dit aussi, c'est une certaine lecture de femmes, de féministes et tout, même avec une approche religieuse, qui disent que ce qu'on a, s'il a permis la moitié, c'est qu'elle peut aussi, ce qui peut le moins, peut le plus. En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas un verset qui interdit l'égalité. Et partant de ce principe, par exemple, il n'y a pas de verset qui interdit l'abolition de l'esclavage. Mais il y avait une prédisposition d'encourager les gens qui libéraient les esclaves, qui pratiquaient. C'est une pratique positive qui était appréciée même par le prophète. Dans les mêmes, avec une même interprétation, on pourrait aussi, pour des gens quand même avant-gardistes, même religieux, qui disent et qui défendent, on pourrait aussi interpréter que le fait de faire hériter la même part aux filles et aux garçons, c'est aussi positif et ça pourrait être, c'est ça l'équité aussi de la religion. Aujourd'hui, malheureusement, il y a ce conservatisme et il y a, c'est ça ce qui nous angoisse maintenant, pourquoi on est inquiète. D'une part, il y a des voix qui s'élèvent pour la remise en cause de la totalité de la Constitution de 2014. On ne parle plus de garder des droits et des libertés. Et donc, notamment la liberté de culte. La liberté de culte, il y a un article on a bataillé pour qu'il soit quand même garanti dans la Constitution. Et maintenant, s'il est remis en cause, on peut, après, surtout que les lois n'ont pas changé. Les lois, même au vu de la Constitution 2014, effectivement, quand on fait le bilan, c'est que ni le code pénal, ni le code de la famille n'a été amendé pour qu'il soit en harmonie avec la Constitution de 2014. 10 ans, on n'a rien fait au point de vue loi interne. Et c'est ça, on a bloqué le processus de révision du code pénal, on a bloqué le code de liberté. Voilà, la modification des lois. Des lois. Donc, on a levé les réserves par rapport à la convention de la CEDAW. On a adopté l'égalité dans la Constitution, mais ça ne s'est pas reflété par un changement des lois internes qui, eux, ont un degré moins important que la Convention inférieure à la Convention et à la Constitution. Mais il y a et s'il y a un retour aujourd'hui, ils vont garder les mêmes lois. Alors que nous, on espérait justement aller dans une autre phase d'harmoniser toutes les lois internes, qu'elles soient en harmonie avec la Constitution. Mais il y a aussi des études qui ont montré que le travail législatif était très réduit au niveau du Parlement pendant la dernière décennie et que très peu de lois ont été adoptées et surtout pour la mise en place et la mise en application de la Constitution comme pour la mise en application de des conventions internationales. Il y a eu beaucoup de problèmes, comme on le sait. Le Parlement était plutôt un terrain de conflit et les lois beaucoup de lois ont été bloquées. Par exemple, quand il y a eu toute cette campagne sur l'égalité dans l'héritage, tu dois savoir que nous avons commencé à mener cette bataille depuis 1999. Et depuis 1999, on a essayé d'intervenir auprès des politiques qui n'étaient pas tous d'accord, aussi bien de droite que de gauche. Mais quand même, on a tenu bon
Et finalement, l'ancien président, le défunt Khaït Sebsi, a créé une commission, qui est la commission de la COLIB, qui a préparé un projet de code des libertés individuelles, un texte sur l'héritage modifiant les dispositions du code du statut personnel. Bon, moi, j'avais des réserves par rapport à ce texte, mais n'empêche que j'ai estimé qu'il fallait présenter des modifications à ce texte parce que c'est un texte qui permet, à titre exceptionnel, l'égalité dans l'héritage, donc qui maintient le statu quo. Mais malheureusement, tous ces deux textes, tout aussi importants, sont tombés à l'eau parce qu'ils n'ont pas été consacrés par le travail législatif. Et entre-temps, le Parlement n'existe plus. Est-ce que la religion a un impact aussi? Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié, c'est que pour nous, contrairement au Caire, contrairement à l'Égypte, contrairement à l'Algérie et au Maroc, le Coran et la Sunna ne sont pas les sources du droit. Et ça, c'est important, parce que dans les autres pays, la religion, donc, malheureusement, les textes qui sont d'inspiration religieuse sont inscrits dans les textes applicables, dans le code du statut personnel essentiellement. Donc, c'est le droit positif applicable qui est imprégné de règles religieuses et qui, du coup, deviennent des règles empreintes de sacralité. Et là, se pose le problème parce que le domaine dans lequel, le domaine de prédilection de la religion, c'est la famille. Et donc, la famille, c'est le patriarcat. Et la famille donne au patriarcat cette empreinte religieuse qui sacralise les discriminations à l'égard des femmes. Et je pense que tout est lié, bien sûr. Parce que quand on voit, par exemple, ce qui se passe au niveau économique, au niveau social, en politique, bien sûr, on ne parle pas du tout de religion, on ne se rappelle pas la religion. Mais dès qu'il s'agit des droits des femmes, dès qu'il s'agit du cadre de la famille, tiens, des spécificités culturelles. Merci. Malgré l'instauration de l'égalité, en fait, dans la Constitution de 2014, j'ai vu aujourd'hui votre conférence de presse pour le collectif Dynamique féministe créé après le 25 juillet 2021, où vous revendiquez encore une fois l'égalité. On n'a pas arrêté de revendiquer. Justement, parce que… c'est juste pour comprendre, en fait, nous, on a l'égalité dans la Constitution écrite noir sur blanc. Mais la Constitution est remise en question. Le président de la République a dit qu'on a gelé, que cette constitution n'est plus… Mais le chapitre 1 et 2 restent en vigueur. Oui, il l'a dit, mais oui, alors mais pas الباب الأول والباب الثاني pour ce qui est des droits. Et donc, voilà, c'est ça. Non, vu que déjà on le connaît, il a déjà fait des déclarations où il insiste qu'il est contre l'égalité, il veut soi-disant l'équité, il veut l'équité et la justice, comme si on ne parle que de l'économique, et même pour les droits économiques et sociaux, il a une approche d'assistance et de… bienfaisance, comme si les femmes, ce n'est pas des citoyennes qui ont droit de bénéficier de leur travail. Voilà. Avant, le 13 août, avant la crise, c'est pas cet été, l'été d'avant, il a dit, justement, quand il a rendu visite aux potières de Malassine, il parlait, et la photo qu'il garde encore, c'est justement le truc de bienfaisance. Et soi-disant, il privilège, mais si on lui dit, ces femmes-là aussi peuvent, elles ont le droit de bénéficier des mêmes chances pour les crédits, pour la formation professionnelle, pour monter leur propre projet et tout, il va dire non, c'est pas ça, elles ne vont pas devenir entrepreneurs, alors qu'elles sont créatrices, effectivement. Donc, implicitement, lorsqu'on revendique des droits sociaux et économiques, comme si on s'oppose. Oui, bien sûr. Il y a, quand on voit le taux de chômage, par exemple, pour les diplômés, oui.
Les femmes réussissent brillamment dans des études supérieures ou dans les universités. Mais quand on va dans le marché du travail, le nombre de chômeurs femmes diplômées, c'est le double. Donc, on recrute plus les hommes que les femmes diplômées, pour les diplômés. Il atteint les 25% pour les femmes et 27%. Même plus. Hein, oui, même plus. Il y a même pour les doctorantes et tout, ça atteint quand même des pourcentages incroyables. Aussi, il y a beaucoup même pour les droits, et ça, c'est des droits socio-économiques. Comme si on veut opposer tout ce qui est droit dans la famille, d'égalité dans la famille surtout, et même le droit politique. Des fois, même les islamistes, ils sont pour la parité, pour la participation politique des femmes, pour le droit électoral et tout, pour le droit au vote. Et pour les droits politiques. Les droits d'une manière générale. Mais là où le bas blesse, quand il s'agit dans la famille, et là, la famille, il ne faut pas qu'elle échappe à l'ordre patriarcal. À l'emprise patriarcale, et là, ils sont tous d'accord. Le chef de famille, même s'il y avait un code soi-disant reconnu pour être moderniste, il a quand même maintenu jusqu'à maintenant que c'est l'homme, le chef de famille. Jusqu'en 93, il reconnaissait le devoir d'obéissance. D'obéissance. En 93, qu'est-ce qu'on a changé? Ce truc d'obéissance. Mais aussi quelques prérogatives de tutelle. Oui, bien sûr. Et donc, notre appel aujourd'hui aussi, tout en rappelant les acquis qu'on a, les batailles qu'on a menées depuis 89, surtout pour revendiquer, pour ne pas toucher aux acquis des femmes tunisiennes, on appelle toutes les femmes tunisiennes et tous les Tunisiens aussi d'être vigilants en ce moment, parce qu'il y a une remise en question de la Constitution pour ne pas justement remise en question des droits humains d'une manière générale, les institutions pour moi je pense que le Conseil supérieur de la magistrature c'est un signe de la remise en cause de l'état de droit. C'est pour ça que je pense que c'est très important qu'il y ait des instances constitutionnelles qui jouent leur rôle. Pour finir, j'ai deux petites questions pour vous, donc chacune. Je commence par Dr. Hakim. Donc, être chercheur, féministe et militante. Donc, je pense à un défi qui n'est pas du tout facile. Comment vous réussissez en fait à porter les trois casquettes? Et est-ce que l'une influence-t-elle l'autre? Quel est son impact aussi sur votre vie privée, familiale? Je pense que c'est pas facile, c'est un challenge. C'est très simple, je fais des recherches féministes militantes. Mais dans notre pays, pour pouvoir avoir une activité politique ou engagée de manière générale, sans entrer dans les considérations politiques ou société civile, il faut d'abord militer chez soi, avant de militer dans la rue. Et quand on milite chez soi, on crée un climat de confiance, de responsabilité et de respect. Et ça, c'est très important. Donc, quand on sort dans la rue pour militer pour des causes communes, c'est-à-dire qu'on a déjà tout ce qui est les mentalités rétrogrades chez nous, le regard vis-à-vis des femmes, qu'on a imposé des rapports d'égalité, des rapports de respect mutuel. C'est ce qui nous a permis de nous retrouver dans les espaces publics avec beaucoup de confiance. Et c'est ce qui a malheureusement, entre parenthèses, créé des crises de couple, des crises relationnelles, parce que les hommes ne sont pas tenus de militer pour pouvoir avoir une activité politique. Et ils ont le privilège de masculinité qui leur permet, leur rôle traditionnel, c'est dans l'espace public. Alors que nous, on doit militer pour conquérir notre place dans l'espace public, d'abord au sein de la famille, pour changer la mentalité des gens de notre famille, quelle qu'elle soit, et après, pour conquérir et obtenir une place réelle dans la société politique. Et je pense, ce qui nous a beaucoup aidé, je pense, Hanima aussi, c'est le fait que
je ne sais pas si je ne me trompe pas, mais on a beaucoup fait dès le début de notre création en tant que mouvement féministe, pas seulement au niveau de la TFD, mais aussi au niveau du Club Talhad et au niveau de la commission syndicale femmes. On a beaucoup milité pour développer une approche féministe, pour pouvoir avoir un background qui nous permet de nous défendre aussi. Parce qu'on a été l'objet d'attaques de toutes sortes. Ne croyez pas que la société tunisienne nous épargne, bien le contraire. Mais quand même, on a résisté. On a résisté. Les premières fois, je me rappelle qu'on a fait une manifestation, qu'on est apparu en tant que mouvement des femmes démocrates, groupe des femmes démocrates, c'était en 82, après l'attaque de Sabra Echetila, et qu'on a agi à l'appel de nos amis, de nos camarades en fait, libanais et palestiniens, en solidarité. Quand on a été pour l'invasion au siège, oui, c'est ça, Sabra Echetila. Quand on a été à la Ligue arabe pour protester, c'était dans la Ligue arabe, les gens ont commencé à dire mais qui êtes-vous, qui êtes-vous, qui êtes-vous? Ils ont peur. Ils pensaient qu'on était des délinquantes ou quelque chose comme ça, alors qu'on était peut-être une cinquantaine à peu près de femmes. Presque une centaine. Presque une centaine, tu te rappelles? Et on a fait la manifestation devant la Ligue arabe. Et après, la police est venue me dire alors, on va rentrer chez vous. Merci beaucoup. Madame Halima, pour finir et clôturer la séance, que franchement, j'aurais aimé qu'on reste encore plus et profiter de ce débat. Aujourd'hui, c'est quoi le défi pour vous en tant que militante? Personnellement, je suis révoltée contre la situation actuelle. Maintenir les acquis de la Constitution, des lois, la loi 58 pour la mise en œuvre, faire aussi un plaidoyer. Après, j'espère qu'on sort de cet état d'exception avec les moindres dégâts, sans perdre nos acquis, mais aussi continuer à harmoniser aussi les lois internes pour l'égalité pour qu'elle soit en harmonie avec les conventions internationales. La Tunisie a ratifié, elle a adhéré aux différents protocoles aussi additifs, à des pactes, ce qui doit aussi aider à la mise en œuvre. Sinon, la lutte continue tant qu'il y a des discriminations, tant qu'il y a des femmes qui subissent des violences, des discriminations, tant qu'elles sont marginalisées, la lutte continue pour cette égalité, pour une démocratisation, pour une démocratie réelle, pour sauvegarder aussi et pour affronter les défis, aussi bien politiques que socio-économiques et environnementaux. Merci. Merci, Dr. Hafida. Merci, Halima. Merci, Alissa et Mohamed. Arbia, avant de dire au revoir à notre public, je voulais juste faire une petite publicité pour votre intervention jeudi. Donc, jeudi, on a une MICAM Spectrum Talk qui va être présentée par Dr. Arbia Selmi qui est avec nous aujourd'hui. Elle va donner son discours, c'est le 9 juin, jeudi, à 16h, oui, de l'après-midi, 4h de l'après-midi. Et le titre, c'est les mobilisations des femmes tunisiennes pour l'égalité entre identité nationale et croyance, une révolution inachevée. Donc, soyez les bienvenus pour discuter ensemble. Pour finir, je ne sais pas, pour ceux et celles qui seront intéressés par notre combat, nous organisons aussi une manifestation devant le théâtre municipal pour le 10 décembre. Pour le 10 juin. Le 10 juin, vendredi prochain, à partir de 17h. 17h, d'accord. Ouais, pour l'égalité, pour justement défendre les acquis. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités. Donc, je vous invite au public de me joindre à remercier nos invités d'aujourd'hui, Dr. Hafida Chakir et aussi Madame Halima Jouimi. Merci de merci votre beaucoup. invitation. C'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup et merci pour cette conversation très, très riche. Aïcha.